Ok, je vois que l'heure passe vite. Je vais inviter du coup les scientifiques à se rapprocher de moi et on va pouvoir comme ça attaquer un petit peu les présentations des pitchs. Eh bien, merci Elisabeth pour ta présentation, ton temps et tous ces bons conseils pour appeler au jammer. Bah, prenez soin de vous pendant la jam aussi. Alors, est-ce que Eden, tu es par là? Je vais faire par ordre d'inscription pour l'ordre de passage. Je vais juste vous expliquer à côté, hors micro, le partage écran. Hop là. Alors, partage écran, tu l'as Hello. en bas, à côté de ta caméra, Ouais. normalement. Ah, Alors, pendant screen que share, en Solène effet. explique aux chercheurs juste Si tu comment veux ça se faire passe un petit Gazartown, test avant de faire je sur vais ajouter devant tout le monde. une petite info, c'est que moi je vais participer à la Game Jam en tant que scientifique. Donc la première fois, après en avoir organisé 5, je vais enfin pouvoir participer, je suis très content. Ok. Une précision Eden, quand même, C'est bien. c'est que dans l'équipe, il y aura d'autres organisateurs ou des mentors. Du coup, on ne participera pas à super. Bah, je la t'invite à sélection du prendre jury place pour sur éviter toute l'espace. magouille ou quoi que ce soit. Donc, je vais faire une présentation comme les autres Question? scientifiques de mon sujet de thèse. Mais voilà, on ne participera pas Sur l'espace à question? la sélection du jury. Alors, non, sur C'est bon, l'estrade Solène? en haut. Je vais attraper Paul et je vais Ah, juste faire une petite annonce avant. Hop. Eh ben, merci Paul. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez quelqu'un qui est au micro, qui parle et que c'est un petit peu fort, si vous avez une présentation en parallèle avec la personne, vous pouvez cliquer du coup sur sa webcam en haut. Vous allez avoir 3 petits points. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir ajuster le volume en fait de la personne qui parle. Donc n'hésitez pas pendant pour votre pratique sur Gazer. Du coup, Eden, bah, je t'invite à prendre place sur un des petits, voilà, nickel, micro. Et bah, coucou chaque tout le monde. scientifique va avoir 3 minutes pour pitcher son sujet. Donc moi, je vais lancer un petit chronomètre en fait. Je vais couper mon micro. Tu auras 3 minutes. Tu me dis quand tu es prête. Et puis bah, moi, je démarre. Du coup, là, tout le monde voit? Ouais, là c'est nickel, on voit bien. N'hésitez pas à réagir dans le chat, sachant qu'à la fin, éventuellement, au niveau des questions, Paul, tu veux qu'on fasse comment? Parce qu'après, il y a le speed dating. On autorise quelques questions comme ça après chaque présentation. Alors du coup, bah, c'est parti. Je te laisse le micro pendant 3 minutes. Je démarre le petit chrono et puis je reviens faire coucou après. Ok, donc enchanté tout le monde. Moi, c'est Eden Zik, je suis en 3e année de thèse au CEA à Saclay. Et donc, je suis là pour vous convaincre que mon sujet de thèse sur la transition vitreuse, c'est super cool. Voilà, donc les états de la matière. On vous a dit au collège, c'est très simple. Les matériaux, ça se classe en 3 catégories. Il y a les gaz, les solides, les liquides, et basta. C'est super simple. Ou pas. On prend, ok, les solides. Un solide, ses caractéristiques, c'est que bah, ça fait bloc, donc on tire sur un bout, tout le reste part avec. Et puis, c'est très ordonné. Donc là, par exemple, vous avez la structure du sel de table, qui est donc un truc bien ordonné, où les atomes ils sont bien rangés les uns à côté des autres. Puis au contraire, vous avez les liquides qui coulent et qui sont désordonnés. Là, vous avez la structure à l'échelle moléculaire de l'eau liquide. Et basiquement, c'est le bazar par rapport à notre solide cristallin. Et maintenant, on veut classer des trucs un peu plus compliqués, genre les verres. Donc, vous avez par exemple les vitraux, l'obsidienne, les verres des vitres, mais certains plastiques sont considérés comme des verres. Et tout ça, ça a bien l'air solide. Et pourtant, quand on regarde à l'échelle moléculaire, c'est désordonné, tellement désordonné qu'on ne fait pas la différence avec un liquide. Et du coup, nous, les physiciens, ça nous embête beaucoup. Puis ça nous embête tellement qu'on en a fait la définition d'un verre. C'est solide, désordonné, ça embête les physiciens. Voilà. Et donc, une des grandes questions de la physique, c'est le verre, est-ce que c'est juste un liquide qui coule tellement doucement qu'on ne le voit pas couler, ou est-ce que c'est carrément un nouveau type de solide désordonné? Donc, la manip de ma thèse, ça consiste vraiment à répondre à cette question en
piégeant des molécules. Donc, j'ai mon verre qui est constitué de molécules organiques, et du coup, ça la rapproche plutôt du plastique que des vitraux. À l'intérieur, on mélange les molécules sondes, et puis on vient tirer des fléchettes sur le matériau. Les fléchettes, c'est des photons, on allume la lumière, et quand un photon arrive sur une molécule sonde, la molécule sonde est figée, elle ne peut plus bouger. Et il y a deux cas de figure dans ce cas-là. Localement, autour, les molécules de verre, elles vont faire quoi? Est-ce qu'elles vont juste couler autour et s'en fichent complètement et être très égoïstes, et dans ce cas-là, elles ont un comportement liquide? Ou est-ce qu'elles vont rester solidaires avec la sonde, et dans ce cas-là, elles ont un comportement solide? Et du coup, c'est en répondant à cette question qu'on pourra savoir, enfin, comment se comporte le verre à l'échelle locale. Et donc, voilà. Merci d'avoir... Eh ben c'est nickel. merci de À m'avoir 12 écouté. secondes près, impeccable. Du coup, moi j'ai en parallèle d'ouvert, c'est le document avec du coup les équipes. Pour résumer ta thèse, est-ce que la question le verre liquide. Attendez, hop, j'ignore juste voilà la petite sonnerie de la petite cuisson, la sonnerie cuisson de cuisine là, ou je sais plus comment on dit. Du coup, c'était pour résumer ta thèse. Est-ce que si je marque le verre liquide très visqueux, nouveau type de solide, ça résume ta recherche ou Oui, ok, bah nickel, plutôt bien, oui. impeccable. Et ben merci à toi. En suivant, eh bien je vais À appeler tout à Marie. l'heure. Et Marie, pareil, si tu peux partager ton écran pour ta présentation, ou si tu veux que je le fasse pour toi. Tout en bas, Alors, à côté de juste ta que je caméra, trouve. tu verras le screen share. Alors, attends, parce que... on va y arriver. T'inquiète pas, j'ai Parce qu'en fait, dans mes fenêtres, je n'ai pas le PowerPoint qui apparaît. Donc, je vais faire tout l'écran. Ok, bah comme tu le sens, tu me dis. Sinon, si tu vois que c'est compliqué, je partage pour toi. Hop. Vous voyez mon écran là ou pas? Ouais, et ben impeccable. Ok. Super, et ben quand t'es prête, tu me dis, et puis voilà. Bah c'est bon. Et ben c'est parti pour 3 minutes, à toi. Et bonjour à tous, moi c'est Marie. Donc je suis en première année de thèse au sein de 2 laboratoires, donc l'IVPC et le LBBE, c'est 2 labos qui sont basés à Lyon. Et je fais de la bioinformatique. Je travaille particulièrement sur les rétrovirus endogènes chez les caprinae, donc tout ça peut être un peu obscur, donc je vais essayer de décortiquer chaque partie. Donc d'abord, les caprinae, c'est quoi? C'est les moutons et les chèvres, donc c'est des petits ruminants, et ils possèdent dans leur génome, donc ici je vous ai mis une petite cellule, dans laquelle vous avez le noyau et le génome, qu'on appelle communément l'ADN, dans lequel j'ai mis des petits éléments en vert ici, et c'est en fait des rétrovirus endogènes. Donc c'est des éléments qui sont très répétés dans le génome et qui sont d'origine virale. C'est-à-dire qu'on a un rétrovirus qui va venir infecter des cellules germinales, et les rétrovirus ont la particularité d'être composés d'ARN. Donc pour pouvoir s'intégrer dans l'ADN de l'hôte, il va y avoir un mécanisme de rétrotranscription pour convertir l'ARN en ADN, et ensuite ils vont pouvoir s'intégrer directement dans le génome. Comme ils s'intègrent aussi dans les cellules germinales, ils vont ensuite pouvoir être transmis à la descendance, et c'est comme ça que du coup on a plusieurs répétitions différentes dans le génome. Donc moi, mon but durant ma thèse, ça va être d'abord de caractériser toutes ces répétitions dans les génomes chez différentes espèces de moutons et de chèvres, qu'elles soient domestiques ou sauvages. Donc le but, ça va être après de regarder si on a des différences. Donc par exemple, ici, on voit très bien que les éléments en orange sont spécifiques de la chèvre, alors que les éléments en violet sont spécifiques du mouton. Et ensuite, on a aussi des différences entre domestiques et sauvages. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ce sera de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment est-ce qu'ils impactent l'hôte. Parce qu'il faut savoir qu'ils représentent à peu près 50% du génome total de l'hôte. Pour juste avoir une idée, la proportion des gènes donc, qui
qui servent à quelque chose dans les génomes représentent même pas 5%. Donc, les éléments répétés, c'est une quantité énorme. Et voilà. Et pour l'instant, il y a très peu de choses qui ont été décrites, en tout cas chez les petits ruminants. Donc, nous, on s'intéresse à ça. Voilà. Eh ben, merci à toi. Pareil, nickel. Il reste plusieurs secondes. Hop là, du coup, si je résume ta thèse, alors reste à côté de moi à la limite. C'est plus qu'il faut que j'écrive. Attends. Oui, très bien si tu prends le micro, sinon ça fait bizarre. Du coup, alors ta thèse à la base, c'est les rétrovirus endogènes chez les Caprinae. Si je la Les petits transforme, ruminants. si je la transforme de manière très vulgarisée, est-ce que tu aurais une autre formulation à part les rétrovirus endogènes chèvre versus mouton, tu vois, je sais pas si c'est ça, tu vois, essayer de voir Oui, comment. si, on peut dire Ouais. ça. Ok, C'est le combat, si tu veux, entre les rétrovirus endogènes chez les chèvres et le mouton. ok. Allez, et ben je note ça chez les chèvres et les moutons. Nickel. Eh bien, merci à toi. Merci. Et on va passer à la personne suivante. Thibaut, si tu es par là, je t'invite à prendre le micro sur l'estrade, à nous partager ton écran et comme tes collègues, quand tu seras prêt, tu me dis et je lancerai le chronomètre. C'est bon, vous voyez là ? Nickel, on voit bien Ok. ton partage écran. Ok. Donc moi, je m'appelle Thibaut, je suis en 3e année de thèse à Grenoble et ma thèse porte sur les biotechnologies. Donc moi, mon principal collègue de travail, c'est la bactérie Escherichia coli. Donc c'est une bactérie qui est modèle dans le domaine de la recherche. Et la question à laquelle j'essaie de répondre, c'est comment je peux aider ces bactéries-là à s'organiser. Parce que pour faire des biocarburants ou des médicaments ou à peu près tout et n'importe quoi, on peut leur donner de l'information sous forme d'ADN et elles peuvent acquérir des compétences qu'elles n'avaient pas auparavant. Donc, s'il y a des gamers dans la salle, par exemple BioShock avec les plasmides, voilà, c'est un peu le même délire. Sauf que dans la nature, en fait, les bactéries elles n'ont pas besoin de produire une substance chimique qui va servir à faire du produit vaisselle, par exemple. Ça n'a aucun intérêt. Et ce qu'elles vont préférer faire, au contraire, c'est plutôt de faire de la division cellulaire et de croître pour proliférer dans leur milieu. Et donc là, ce qui se pose comme problème, c'est qu'il y a à la fois ce que la bactérie veut faire naturellement, c'est-à-dire utiliser toutes ses ressources pour faire de la division cellulaire. Et puis, dans le cadre d'applications industrielles, nous, on aimerait bien que la bactérie elle produise quelque chose qui a un intérêt économique. Et donc, le problème avec ça, c'est que généralement, les bactéries elles font un burn-out. Et donc, soit elles arrêtent de produire ce qu'on lui demande de produire et elles vont faire de la division cellulaire, soit elles vont produire mais elles ne vont pas se diviser. Donc, au final, on va avoir, à l'échelle d'un bioréacteur, on va avoir que quelques bactéries qui vont produire quelque chose et du coup, le rendement sera vraiment très mauvais. Donc, pour aider cette bactérie à mieux gérer ses ressources, on a décidé au laboratoire de développer des sortes de planning, finalement, où on lui dit quand est-ce qu'il faut qu'elle utilise ses ressources pour faire de la division et quand est-ce qu'il faut qu'elle utilise ses ressources pour fabriquer des protéines ou des substances intéressantes. Et donc, comment on communique avec la bactérie pour lui donner les consignes ? On utilise de la lumière. Donc, quand j'expose mes bactéries à de la lumière verte, elles vont faire de la division cellulaire. Donc, on va accumuler plein de bactéries dans nos flacons. Et au contraire, quand je vais les exposer à de la lumière rouge, elles vont arrêter de se diviser et elles vont commencer à produire quelque chose d'intéressant. Et donc, l'idée à la fin, c'est que comme on peut communiquer avec elles avec de la lumière et que finalement, il y a juste un bouton à toucher, on peut commencer à faire des choses un peu compliquées. On peut faire un on-off simple. On peut alterner les phases de croissance et les phases de production. Et puis à la fin, on peut même imaginer utiliser des algorithmes qui vont calculer de manière à la faire alterner entre ces deux phases de manière optimale. Et donc, on peut imaginer des durées d'illumination différentes avec des intensités différentes.
Et donc, à la fin, l'objectif, c'est de réussir à conjuguer à la fois le besoin de la bactérie à se diviser et à avoir une production dans le produit d'intérêt qui sera intéressante. Voilà. Donc, pour résumer, je fais un peu des feux de circulation pour les bactéries, pour la bioproduction. Ok. Si je résume un peu, est-ce que management de la division cellulaire, ça te paraît correct comme vulgarisation ou tu aurais une autre formulation à proposer? Non, c'est pareil, c'est correct, c'est ça l'idée, ouais. Ok. Eh ben cool. Eh ben merci à toi. Et on va passer à la personne suivante. Eh bien Yann, si tu es par là, je te laisse prendre place sur l'estrade. Salut, est-ce qu'on m'entend? Ouais, nickel. Super. Super. Alors, donc, je vais partager mon écran. Hop, voyons voir. C'est bon? Vous voyez des trucs Nickel. bizarres? On voit tout. Ok. Super, on voit plein de trucs bizarres, ça a l'air trop intéressant. Et c'est parti, je coupe mon micro et puis je lance les 3 minutes. Ok, c'est bon. Bah, bonsoir, donc je m'appelle Yann Lejeune, moi je suis géoarchéologue, ça veut dire que je travaille sur les interactions entre les humains et le reste de la planète, mais dans le temps, pour essayer de comprendre comment tout ça, ça marche. Et la recherche que je mène actuellement, elle se passe dans un marais qui se trouve à l'ouest de Nantes, donc je ne sais pas si vous voyez ma souris, un truc noir qui bouge. Ouais, vous voyez. Donc Nantes, ça se trouve par là. Ça, c'est la Loire qui jette dans l'océan Atlantique. Et ici, il y a un marais qui s'appelle la Brière. Et ce marais-là, eh ben, il y a 25 000 ans, quand le niveau de la mer était très très bas, puisque c'était le maximum glaciaire. Donc c'est ce qui est représenté sur cette figure-là. La Loire était vraiment plus bas, hein. Je rappelle, je vous ai mis un petit graphe ici pour mémoire. Ça, c'est l'histoire du climat sur notre planète sur les 800 000 dernières années. Donc quand on est là, on est maintenant. Ça fait à peu près 10 000 ans qu'il fait beau et qu'il fait chaud. Avant, il a fait froid pendant, on va dire, 100 000 ans. Avant, il a fait chaud pendant 20 000 ans, et etc. On a eu plein d'alternances. Et le niveau de la mer, il varie de la même manière. Ce qui fait que quand on a une espèce de bassine comme ça qui est au bord de la mer, bah, elle va être, de temps en temps, ça va être une plaine avec des mammouths. Et puis à un autre moment, eh ben, ça va être un estuaire, voire autre chose. Alors, ce qui s'est passé pendant notre dernière interglaciaire, c'est que la Loire qui passe ici, eh bien, en fait, elle a déposé des sédiments sur le côté et ça a fermé, en fait, ce truc-là qui était un peu comme le golfe du Morbihan, c'est-à-dire un endroit où il y avait la mer. Et en fait, ici, on est passé d'un environnement qui était maritime à un environnement qui est devenu après marécageux et qui après est devenu une énorme masse de tourbe, c'est-à-dire c'est de la terre qu'on voit ici, là, qu'on peut observer, qu'on trouve aussi sur les bords en bas, là, que la pelle mécanique est en train de creuser. Et dans cette tourbe-là, eh ben, on peut trouver des tas de choses. On peut trouver des bois, des forêts entières, des forêts fossiles. On a des tas de paysages. En fait, vous voyez un peu le principe de Pompéi. Ben, c'est un peu Pompéi, mais c'est plusieurs Pompéi empilés les uns sur les autres. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est avec des outils assez simples, comme là, vous me voyez avec une tarière. Donc ça permet de faire des trous, de descendre et d'essayer de comprendre un peu toutes ces archives sédimentaires et de les analyser. Je vous ai mis aussi en bas des pollens, parce qu'on peut aussi analyser des pollens qui sont dedans pour reconstituer l'histoire de la végétation. Et donc tout ça, on commence à déjà avoir quelques pistes. Donc je vous ai mis un petit bout de BD qui a été fait il y a longtemps, mais parce qu'on sait qu'il y a des gens au néolithique, donc les premiers sédentaires, qui se sont installés là-bas, et puis le niveau a monté, ils ont perdu leur maison, et on sait qu'on a plein de villages entiers comme ça, anciens, entre le néolithique et l'âge du bronze. Donc on va dire on est entre moins 6000 et moins 800 avant Jésus-Christ. Et donc nous, on travaille tout ça. Et voilà, le but du jeu, c'est de reconstituer à la fois l'histoire de l'environnement et puis celle des humains qui vivaient autour. Voilà. En 3 minutes à peu près. Nickel, tu vois, ça vient juste de sonner. Ok. Impeccable. Merci. Merci à toi. Du coup, reste là. Juste, il faut que je marque Pardon. On va dire un résumé pour vulgariser un petit peu ton sujet. Est-ce que reconstituer l'histoire du marais de Brière, ça te paraît à peu près correct? Ouais, ça va. Ouais, pas de problème. Complète, Ok. Super.
Eh ben merci. Nickel. Merci. Et ben je vais appeler maintenant Véronica. Bonjour tout le monde. Voilà. Super, bah nickel. On voit bien. Donc, je vous parlerai un peu de mon parcours en fait, parce que tout mon parcours scientifique, moi je suis de base biotechnologue et donc j'ai travaillé toute ma carrière sur le système nerveux et en particulier le système nerveux périphérique. Pendant ma thèse, je me suis focalisée sur la caractérisation d'une souris, d'un modèle souris KO pour une protéine qui s'appelle EBF2 et cela causait chez cette souris une neuropathie périphérique. Qu'est-ce que c'est une neuropathie périphérique? C'est une pathologie qui atteint le système nerveux périphérique. C'est qui vous voyez là, ce n'est pas le cerveau, mais c'est tout ce qui est au-delà du cerveau. Donc le nerf, c'est qui va innerver notre corps. Or, le système nerveux périphérique est caractérisé par la présence de certaines cellules qui s'appellent Schwann cells. Les Schwann cells ont la fonction de créer une gaine de myéline, c'est-à-dire de leur propre membrane, comme une écharpe. Elles vont tout autour du cou, l'axone du neurone et le protègent, lui le nourrissent et fournissent aussi un isolement, ce qui permet à l'impulsion nerveuse de faire ce qui s'appelle transmission saltatoire, c'est-à-dire l'impulsion nerveuse ne va pas du corps cellulaire jusqu'aux synapses en faisant le parcours de l'axone sur l'autoroute, mais ils vont faire un saut. Donc ils font des bonds et ils sont plus rapides. Si cette gaine vient manquer, pour une raison dans ce cas-là génétique ou mécanique, par exemple, si on a un dommage, un stress ou quoi que ce soit, la cellule de Schwann meurt et nous, on a un problème. Donc, on peut l'étudier, moi je l'ai étudié surtout, par des moyens de microscopie, et électrophysiologie. Ensuite, pour mon postdoctorat, même intérêt, mort des neurones, cette fois-ci sur la mort cellulaire programmée. La mort cellulaire programmée, c'est très utile. Par exemple, ces cellules-là ont programmé de se suicider pour que les doigts se forment. Donc, il y a un processus de mort cellulaire qui est génétique, qui est prédéterminé et ici, il y a plusieurs protéines, qui sont impliquées et voilà, plusieurs voies. Moi, en particulier, je l'ai étudié sur, un modèle, de poulet, d'embryon de poulet. J'ai provoqué une lésion au niveau de la patte arrière. Vous voyez là, ici on l'a, ici je l'ai coupé au ciseau, très fin ciseau et j'ai introduit une protéine que ici on voit un vert que j'ai électroporé, c'est-à-dire transféré par, moyen énergie électrique, disons, une impulsion. Voilà, j'ai eu les résultats que j'ai eus, qui sont publiés dans ces papiers, si vous êtes intéressés. Donc qu'est-ce qu'il y a qui caractérise toute ma démarche? La connaissance de l'anatomie. Donc ma suggestion de jeu, c'est, de jouer avec l'anatomie, en particulier avec l'anatomie humaine parce que, hem, je trouve que ce soit très, très difficile pour, de mettre en jeu ça. Après on en parlera, mais le point c'est que, j'observe. Donc la science dans mon cas a été surtout observation, mesure et microscopie. J'ai été ingénieure de recherche en microscopie électronique, et photonique, sur l'université de Lyon 1. Donc l'image et l'observation étaient au cœur de ma démarche scientifique. Donc quelque chose qui enseigne l'observation, la mesuration, à mon avis, c'est déjà quelque chose de très important à passer, pour que la nouvelle génération sache juger aussi de façon critique,
Donc, par OK. exemple, Là, oui. ça fait juste un peu plus de 3 minutes. Ah pardon, ah je C'est viens pas de d'entendu souci. le bip. Non, c'est normal, c'est Donc juste voilà. sur mon téléphone, c'est pas une sonnerie très Ah! forte. C'est plus Microscope. que, si on devait résumer un petit peu ton axe de recherche, Merci. là, tu parles de la mort cellulaire, il y a le système nerveux avec ses gaines qui les protègent. Oui. Du coup, est-ce que tout ça, ça s'inscrit au sein d'un seul sujet ou c'était 2 axes possibles dans ce que tu avais étudié? Donc là, ce sont 2 sujets, l'un de doctorat, l'un de postdoctorat. Et après, si je dois regarder en rétrospective mon travail, je vois que l'anatomie et la microscopie, sont fondamentales, aussi, disons après l'observation des structures et la reconnaissance des structures et des patterns, a été fondamentale pour le développement de mes travaux. OK, alors là, c'est plus que, moi là, j'ai mon Excel sur le côté où je vais pouvoir créer les équipes et du coup, j'inscris aussi les thématiques de recherche de chaque Oui. scientifique. Du coup, est-ce que ça te va si, on met un petit peu une formulation pour présenter, du coup, les 2 premiers sujets que tu as présentés rapidement? Mmh. Comme ça, ce Bien sera sûr. soit l'un ou soit l'autre et après en fonction de Oui, l'équipe, ce qui l'inspire le plus, vous oui. partirez plutôt sur l'un ou sur l'autre. Oui, après ce serait sympa un jeu de transmission synaptique, par exemple. Voir Ouais. si j'enlève une gaine myélique, la vitesse, comment elle se réduit. Bon, je ne sais pas Alors, si ça comment je pourrais résumer ça de manière, très vulgarisée? D'un côté, tu as le système nerveux, alors chez la souris, plutôt, transmission nerveuse. OK, allez, je marque transmission, nerveuse, hem, Bah, chez tout le monde, hein, tout le monde, chez le vivant, tu vois? oui, chez le vivant. Par Comme, le exemple. disait dans Frankenstein Junior, le Young Frankenstein, pas comme, je sais pas je sais pas si tu connais la boutade qui disait, hem: «Sauf, quelques exceptions, les hommes ne sont pas des vers». Ah, j'ai pas la référence, mais j'écoute. C'est Mel Brooks, c'est The Young Frankenstein. Ah, OK, ouais. Voilà. Alors du coup, j'ai transmission nerveuse chez le vivant et donc ça, c'est plus pour les, Schwann cells, si je dis pas de Là, ce bêtises? sont les Schwann-Cell, oui, oui, OK oui. et après La le Schwann-Cell, système ou système nerveux périphérique? oui, oui, le système OK. nerveux périphérique est innervé, disons, obtient la myéline par la cellule de Schwann, alors que dans le système nerveux central, c'est le granulocite. Et leur différence, fondamentale, c'est que la cellule de Schwann, comme vous voyez, fait des saucissons, heu, une par une et le granulocite, il en fait plusieurs à la fois. Donc, c'est pas un rapport à 1 à 1. OK, du coup, merci. Je te laisse, rejoindre, arrêter ton partage d'écran et puis Merci. Oui, retourner dans le de la public. même Je façon, bois juste un j'imagine. petit coup, je précise, je bois de l'eau parce que parler, ça on s'empâte un petit peu et je vous explique la suite. Attends, et moi. Ah oui, pardon. Je t'en consulte. Comment je t'ai mis un vin, Paul, je suis désolée. Oui, alors comme on disait tout à l'heure, là, les 5 sujets qu'on vous a présentés, c'est les sujets, sur lesquels on va faire le speed dating tout à l'heure et on aura un jury qui va évaluer ces 5 projets et avec Paul du coup et quelques autres personnes, dans l'organisation et parmi les mentors, on va créer une 6e équipe un peu fantôme qui va jammer en parallèle de la jam et Paul va venir également pitcher son sujet de thèse et je partage mon écran avec ta thèse. Super, merci. Oui, je suis très content de pouvoir participer enfin à une des scientifiques Game Jam après en avoir organisé plusieurs. Voilà, je suis très content de pouvoir parler de ce que j'ai fait dans mes recherches à Lyon il y a 10 ans maintenant. Ça ne rajeunit pas. Tu me dis quand c'est bon, Solène, pour le partage Allez, d'écran. je partage, tac, écran 2 et c'est parti, si tout le monde voit bien. Ça a l'air d'être bon. Super, je lance le chrono et go. Ça marche. Alors du coup, je vais vous parler de ce que j'ai fait comme recherche en thèse. En fait, j'ai fait plusieurs sujets pendant ma thèse et là, je
parler d'un tiers en gros de ma thèse, mais c'est celui que je trouve le plus intéressant. Et ma thèse s'intitulait l'application de la force de Lorentz en imagerie médicale. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la force de Lorentz? En fait, c'est une force assez fondamentale dans l'univers, l'une des 4 forces principales de l'univers. Et la force de Lorentz, elle dit que F égale Q plus QV vectoriel B, ce qui, pour les non-physiciens, doit être un peu du chinois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça explique comment se comporte une particule dans un champ électromagnétique. Si vous avez une particule chargée, par exemple un électron ou un proton, et que vous la mettez dans un champ électrique, donc le champ E qui est dans la formule, eh ben, ça va aller dans le sens du champ électrique. Ou alors, si la charge est négative, comme pour un électron, ça va aller dans le sens contraire. Bon, c'est très simple, on a un champ électrique, on a une particule chargée, ben, le champ électrique il va la déplacer dans une direction ou dans une autre. Mais après, il y a le deuxième élément, le QV vectoriel B. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que s'il y a un champ magnétique, cette fois, alors ça va dévier une particule. Une particule qui se déplace dans un champ magnétique, elle va être déviée. Et c'est ce qu'on voit dans le petit carré bleu un peu en dessous. Vous voyez, il y a une particule qui se déplace vers la droite, là, et il y a un champ magnétique. Et à cause de ce champ magnétique, elle va aller vers le haut ou vers le bas, selon si elle est chargée positivement ou négativement. Et si elle n'est pas chargée, comme un neutron, bah, ça va continuer tout droit et ne va pas interagir avec le champ magnétique. Donc la force de Lorentz, ça décrit ça, qu'on a une particule chargée, bah, et qu'il y a un champ électrique ou un champ magnétique, ou les deux, bah, qu'est-ce qui va se passer, comment elle va se bouger. Donc ça, c'est une première partie. Après, je vais vous parler des ultrasons. Les ultrasons, vous savez, c'est ce qui permet de faire des échographies. Lorsqu'on fait des échographies, on envoie des ondes ultrasonores et on va récupérer les échos. Ces ondes ultrasonores, c'est des petits déplacements des particules de proche en proche. Donc c'est ce qu'on voit en bas, là, les ondes de compression. On fait un petit déplacement comme ça. Donc j'ai mis en place une technique d'imagerie médicale où on va déplacer des particules, on va déplacer par exemple un organe en foie avec une onde ultrasonore. Donc l'onde ultrasonore elle va déplacer des particules comme ça. Et en même temps, on va mettre un aimant à côté de cet organe. Et comme il va y avoir un déplacement de particules dont certaines sont chargées dans un champ magnétique, à cause de la force de Lorentz, alors les particules elles vont être déviées dans une direction ou dans une autre. Si des particules chargées sont déviées dans une direction ou dans une autre, en fait, on a un courant électrique qu'on peut mesurer. Si on mesure ce courant électrique avec des petites électrodes, on peut avoir des informations sur la conductivité électrique des tissus. Cette conductivité électrique, qu'est-ce que ça va nous donner des informations si l'organe est sain ou pas, est-ce qu'il y a des tumeurs cancéreuses, ce genre de choses. En bas à droite, on voit des exemples de cette technique d'imagerie médicale. Donc on voit sur la figure B1 un morceau de gélatine. J'ai fait une image ultrasonore de ça, donc c'est la petite image en noir et blanc B3, et une image de conductivité électrique avec la technique que j'ai dit juste au-dessus, donc on arrive à distinguer des choses. Pareil, juste en dessous, sur la figure C, j'ai fait une image d'un morceau de viande de bœuf avec cette technique-là. Donc voilà, ma thèse, c'était ça, c'était utiliser la force de Lorentz, une force assez importante en physique, dans un contexte d'imagerie médicale pour créer des images de conductivité électrique des tissus pour accéder à des nouvelles informations, des nouvelles images et voir des choses qu'on ne voit pas normalement. Et je pense que j'ai dépassé un peu les 3 minutes. Ouais, un tout petit peu, mais ça va, pas de souci. Ok, bien cool. Je vais arrêter le partage écran. Et pareil que pour les autres, si je dois la résumer, ta thèse, je marque déplacer un organe par des ondes sonores, tu vois, peut-être pas. Si, ouais, ou force de Lorentz, je pense que ouais, ça faut le noter. Force de Lorentz, imagerie médicale, ouais, ou imagerie ultrasonore. Imagerie médicale, ça marche. Eh ben super. Eh bien merci. Alors ces présentations pour les scientifiques, alors moi j'ai enregistré, comme ça si jamais il y a des absents, c'est une vidéo qu'on va mettre sur la chaîne YouTube de la Science entre en jeu.